depuis plusieurs jours, les Jeux Olympiques ont débuté. Cela a été présenté comme le défi sécuritaire peut-être le plus important de notre siècle. Ça se passe bien. Merci qui ? Merci les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires, les agents de la sécurité privée. Plus de 20 000, on savait que c'était un défi important. Moi, j'ai toujours dit que c'était un défi sécuritaire qui se posait au pays. J'ai toujours cru à ce que cet événement puisse se dérouler parce que je croyais en la force des policiers et des gendarmes de sécuriser cet événement. D'ailleurs, Paris revit avec 30 000 policiers et gendarmes par jour. Il n'y a plus de joueurs de bonneteau, il n'y a plus de pickpocket, il n'y a plus de voyous, il n'y a plus de vente à la sauvette. Donc, quand vous allez au Trocadéro, quand vous allez à Montmartre, effectivement, comme c'est blindé de policiers et de gendarmes, quand on y met les moyens, finalement, la vie des Françaises et des Français, singulièrement des Parisiens, change. Et donc, ça devrait être comme ça tous les jours. Donc, merci aux organisateurs également. Oui, bien Gérald sûr. Darmanin, par exemple, vous avez été assez critique vis-à-vis du ministre de l'Intérieur au sein du Rassemblement national en amont de l'organisation de ces Jeux. Non, mais on peut critiquer une politique qui n'est pas à la hauteur des attentes des Français et faire un distinguo entre l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, effectivement, vous savez ce qu'on dit souvent, la réussite est collective et l'échec est individuel. Donc, quand on est le chef, on est devant pour protéger ses troupes, on est derrière pour les soutenir. Et effectivement, moi, je rends hommage d'abord et avant tout à ces femmes et ces hommes qui ont permis, sur 6 km de linéaire sur la Seine, de permettre à ce qu'on ait une très belle cérémonie avec ce bleu, ce blanc, ce rouge qui avait démarré sur le Pont des Arts, ou encore Céline Dion qui a clôturé la cérémonie, sans oublier notre Marianne guadeloupéenne française qui a chanté depuis l'étoile du Grand Palais la Marseillaise. Donc on a eu une cérémonie qui, me semble-t-il, à part quelques éléments effectivement qui ont pu ici et là choquer certains, a permis de donner à la France sa grandeur. Et moi je retiens effectivement l'hymne à l'amour de la France de Céline Dion à la fin de la cérémonie, qui nous a tous très émus et très touchés, qui malgré la maladie a chanté, non pas en playback, mais en direct depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Peut-être votre sensibilité, effectivement, vis-à-vis de Céline Dion. C'est au cœur de l'actualité. Le chef du Hamas serait mort après un raid attribué à Israël en Iran. Quelle est votre réaction ce matin sur CNews et Europe 1 ? Est-ce que vous êtes soulagé ou au contraire inquiet, tout simplement parce qu'il y a d'ores et déjà des menaces de représailles qui ont été publiées ? Bon, il y avait eu ces 12 jeunes morts d'attaque du Hezbollah, l'organisation islamiste du Liban sur Israël. On a effectivement le Hamas en Palestine qui tient toujours 2 otages français notamment et dont on souhaite la libération immédiate. Et effectivement, dans cette région, l'Iran, par exemple, a un rôle important à jouer puisque effectivement, aujourd'hui, il est plus un rôle de déstabilisateur que de pacificateur. Et il faut que dans cette région, Israël puisse avoir pleinement son État, puisse vivre pleinement en sécurité. Et vous savez... Vous craignez un embrasement dans la région ? Oui, ça peut basculer effectivement du jour au lendemain. Vous savez qu'aujourd'hui, Israël est pris à la gorge de toutes parts et elle est en droit. En tout cas, l'État israélien est en droit, de défendre son État, de défendre sa nation, de défendre sa population. Et vous savez que depuis le 7 octobre dernier, ça a été le démarrage, finalement, après ces attentats terroristes islamistes sur le territoire israélien, ces pogroms, du démarrage de ce conflit qui, pour l'instant, ne s'en termine pas. Mais pour nous, il n'y a pas une guerre entre 2 États, puisque le Hamas, c'est pas la Palestine. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. Donc, certains groupes politiques de France, notamment l'extrême gauche, estiment que c'est une guerre symétrique. Mais pour nous, effectivement, c'est Israël qui est dans son plein droit de défendre son État et sa population face à une organisation terroriste. Toujours sur la politique internationale, est-ce que vous saluez ce geste de la France à l'égard du Maroc sur le Sahara occidental ? Marine Le Pen défendait depuis longtemps le soutien au Royaume du Maroc pour que cette Sahara occidentale qui fait partie du Royaume chrétien soit pleinement défendue. Aujourd'hui, la grande question, c'est comment l'Algérie va réagir vis-à-vis de nos intérêts français sur, par exemple, Citroën ou Renault par rapport à notre automobile française qui a des relations fortes avec l'Algérie. C'est aussi l'OQTF, puisque c'est l'Algérie qui délivre les laissez-passer consulaires pour qu'on puisse expulser les délinquants, les criminels étrangers de France vers l'Algérie. Et donc, je pense... Vous craignez qu'il ferme totalement le robinet ? Oui, là, pour l'instant, s'il ferme le robinet, ça serait bien qu'il le ferme dans le sens de ne pas laisser partir des gens qui commettent des infractions chez nous. Et donc, on espère que cette politique étrangère du chef de l'État continuera vis-à-vis du Royaume du Maroc pour soutenir cette Sahara occidentale. Et vous avez d'autres pays comme l'Espagne, comme d'autres pays de l'Europe qui ont déjà enclenché cette politique étrangère. Et donc, effectivement, il faudra être vigilant sur ce que les intérêts français soient défendus par rapport à l'Algérie. Il y a un mois, votre parti arrivait en tête du premier tour des élections législatives. En ces temps sportifs, permettez-moi cette métaphore, vous n'avez pas réussi à transformer l'essai. Est-ce que vous avez entamé une réflexion depuis sur la structuration en interne du parti, sur votre positionnement politique également, pour tenter de gagner le coup d'après les municipales, la présidentielle de 2027 ? Bon, vous savez, on est parti de 88 députés. Aujourd'hui, on en a 142 avec nos alliés d'Éric Ciotti. Donc, on a quand même augmenté notre nombre de députés. Maintenant, nous, on brade pas nos valeurs pour des sièges électoraux. Il y a un mois, il y a eu une gigantesque arnaque électorale. Une arnaque électorale ?
Bah oui, quand vous entendez des partis qui se combattaient la veille et qui deviennent les meilleurs alliés le jour J pour sauver leurs postes électoraux, j'estime qu'on arnaque les Français. Et je vais même plus loin. Quand vous combattez l'extrême gauche, par exemple, sur certains membres de la France insoumise qui n'arrivent pas à appeler le Hamas organisation terroriste et qu'après vous appelez à voter pour eux, il y a un sujet. Quand vous appelez à voter pour les écologistes, dont certains élus avec leur écharpe tricolore bradent les interdictions de manifester et sont du côté des soulèvements de la terre, que ça soit à Sainte-Soline, que ça soit à La Rochelle, qui s'en prennent à nos forces de l'ordre. Il y a un sujet. Quand vous avez aussi l'extrême gauche qui veut abolir la loi anti-squat, c'est-à-dire que tous les petits propriétaires, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui toute leur vie ont mis de l'épargne de côté pour s'acheter un appartement ou un bien immobilier et que le locataire ne paye pas, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Donc j'estime que quand on a pactisé avec le diable, aujourd'hui, c'est difficile aux Françaises et aux Français de dire, on n'arrive pas à trouver une majorité. Forcément, quand on a troqué ses valeurs pour avoir des postes, derrière, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas eu une majorité absolue à qui que ce soit. La gauche, c'est le diable? L'extrême gauche, c'est le diable, et vous savez, moi je dis toujours que je viens du Nord. Jaurès, qui est le défenseur des ouvriers, notamment des terres dont je suis issu, doit se retourner dans sa tombe quand, par exemple, on dit que le SMIC est à 1600 euros. Si vous mettez le SMIC à 1600 euros, c'est toutes les petites, les moyennes, les très petites entreprises qui vont s'effondrer. Quand vous avez Georges Clemenceau qui a créé ses brigades du Tigre, la police judiciaire au début du XXe siècle, il doit se retourner dans sa tombe quand il voit que il y a par exemple Monsieur Poutou qui a été battu par le député rassemblement Christophe Barthès dans la circonscription où Arnaud Baltram, ce gendarme, a sacrifié sa vie face à un terroriste islamiste pour sauver celle d'une otage. Il a dû se retourner dans sa tombe quand il voit Raphaël Arnaud Fichès pour appartenance à l'ultra-gauche violente qui a été investi, qui a été élu dans la première circonscription d'Avignon. Donc vous voyez, moi je dis que l'alliance du déshonneur plus que contre nature ne fait pas la fierté du Parti socialiste qui normalement n'était pas associé à ce genre d'idée de personnes. Sur la gauche, toujours, Lucie Castet effectue un deuxième déplacement aujourd'hui en tant que candidate du nouveau Front populaire pour Matignon. L'objectif, installer un rapport de force, on l'a compris, pour qu'elle soit nommée par le président de la République. Qu'en pensez-vous? Mais Lucie Castet, elle sera jamais première ministre, c'est pas possible. Et si elle l'est, elle le restera pas longtemps. Elle n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale qui lui permettra de tenir s'il y a une motion de censure. Vous serez prêt à voter une motion de censure? Oui. Alors vous êtes député européen, mais est-ce que vos collègues seraient prêts à voter une motion de censure déposée par exemple par Ensemble pour la République ou autre? Je suis député européen, mais je fais partie du mouvement politique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, donc la ligne est très simple. Vous avez 4 partis politiques dans le nouveau Front populaire. Il y a les écologistes, les communistes, les socialistes et les LFistes. On a dit que s'il y avait des LFistes et des écologistes, il y aurait une motion de censure qui serait votée. Donc ils feront la chose simple. Par qui elle est déposée? Bien sûr. Nous, l'intérêt, c'est la France. C'est pas notre parti politique ou c'est pas les querelles partisanes. Nous, on a fait toujours le choix de la France avant nos sièges électoraux, toujours le choix des Français avant les petites bisbilles électorales et les arrangements entre amis, et ce qui est pas le cas des autres partis dans l'Assemblée nationale. Donc, on n'a peut-être pas de poste à responsabilité, ce qui est un scandale démocratique, mais en tout cas, on peut rester droit, fier et debout sur nos valeurs et nos principes face à nos électeurs, face à tous celles et ceux qui nous ont fait confiance. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, ça va se payer très cher, à mon avis, dans les prochaines échéances électorales. Les Françaises et les Français n'aiment pas être privés de parole quand ils ont mis 11 millions de voix dans un parti politique et le premier mouvement d'opposition de France. Ce matin, les règles de l'assurance chômage ont été prolongées jusqu'à fin octobre et non plus jusqu'à fin septembre, comme envisagé initialement. Est-ce que vous y voyez le signe que la situation politique actuelle, le fait que nous n'ayons pas de nouveau Premier ministre, pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois? D'abord, il faut saluer le vote des Françaises et des Français au Rassemblement national, notamment aux européennes, où on a fait 32% des voix, qui a permis d'éviter l'augmentation des prix du gaz de près de 10% au 1er juillet et le retrait de cette réforme de l'assurance chômage qui faisait débat. Donc, oui, aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que monsieur Macron nomme un gouvernement, puisqu'on peut pas continuer avec des gens démissionnaires qui bénéficient des moyens de l'État, qui continuent à œuvrer dans des ministères, même s'ils disent ne pas prendre de décision. On voit bien qu'il y a même eu un décret qui a été pris pour décaler les repos du dimanche dans certains secteurs. Donc, il faut qu'aujourd'hui, il y ait un gouvernement qui soit responsable devant la nation, c'est-à-dire devant les députés que les Françaises et les Français ont élus le 7 juillet au soir. Mais on nomme qui? Eh ben ça, c'est au chef de l'État de le dire. Ils ont troqué leurs convictions pour des postes. Donc maintenant, après avoir négocié les postes, que ça soit les postes pour être élus dans les circonscriptions ou que ça soit les postes qu'ils ont négociés entre l'Assemblée nationale pour pas qu'on ait de postes à responsabilité au bureau politique et au bureau de l'Assemblée nationale, eh ben maintenant, c'est à eux de se débrouiller sur un choix d'un gouvernement qui pourra tenir et qui devra tenir dans la durée, ce qui va effectivement être très compliqué. Je lis ce matin que Franck Alizio souhaiterait tenter un rapprochement avec Martine Vassal pour les municipales de 2026. Est-ce que vous êtes en capacité de me confirmer cette information et est-ce que vous préparez activement cette échéance? Alors, j'ai pas eu Franck Alizio juste avant de venir sur le plateau. Évidemment, je savais pas que vous alliez me poser cette question. Ensuite, il a créé le mouvement RPR dans la zone sud, dans le département des Bouches-du-Rhône. Et donc, je pense que Marseille est une ville
que nous pouvons récupérer face à une alliance de gauche et d'extrême gauche qui aujourd'hui a mis la ville sans dessus-dessous. La sécurité est difficilement assurée. C'est l'État qui a mis sous tutelle la ville de Marseille puisqu'il n'y a plus de finances. Ils sont surendettés. Et donc, on voit bien que même les écoles, une école sur deux qui est insalubre, ne voit aujourd'hui quasiment aucun changement si l'État ne s'y était pas engagé. Donc, on espère proposer une altérance et une espérance dans cette deuxième ville de France qui en a bien besoin aujourd'hui. Et vous espérez donc récupérer en 2026 Marseille ? J'espère qu'on aspirera et qu'on sera majoritaire effectivement dans beaucoup de villes. Vous savez que à Hénin-Beaumont, vous savez qu'à Bruay-la-Bussière dans le Pas-de-Calais, vous savez qu'à Fréjus, vous savez qu'à Perpignan, de la ville de Louis-Alliot, toutes les villes gérées par le Rassemblement national, il fait bon vivre. La sécurité est assurée, la culture, contrairement à ce que certains journaux grincheux disent, est aussi une priorité. Et effectivement, les impôts n'augmentent pas. Donc on voit que le cadre de vie est une priorité des élus locaux, on voit que la sécurité, l'emploi, le développement de leur territoire, la fierté d'appartenir à ce territoire est une priorité de nos élus locaux. Sur le Parlement européen, Emmanuel Macron... Et même Beaucaire. Vous avez vu, candidature. On a eu un jeune maire de 31 ans qui a été élu pour succéder à Julian Sanchez, qui a pendant 10 ans tout donné pour sa ville et qui continuera à le faire au Parlement européen. Sur le Parlement européen, justement, Emmanuel Macron pousse, vous l'avez compris, la candidature de Thierry Breton en tant que commissaire européen pour la France. Est-ce que vous vous opposerez, si ce nom est adopté par le Conseil, à cette nomination lors du vote d'approbation du Parlement ? Mais oui, on s'est opposé à l'élection de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui n'a pas donné satisfaction. Il y a plus de 30 millions d'Européens qui ont exprimé leur défiance et leur désapprobation de la politique européenne de von der Leyen. Elle a été reconduite. Donc en gros, que ça soit en France ou que ça soit à l'Europe, on prend les mêmes et on recommence. Comment voulez-vous que les Françaises et les Français croient à la politique quand on leur vend un programme, une espérance, un changement et qu'à la fin on se retrouve avec les mêmes personnes politiques ? Pas sur Thierry Breton. Je pense que Jordan Bardella s'exprimera sur ce sujet, mais à mon avis, on sera dans la même continuité que Mme von der Leyen. Monsieur Breton, c'est Madame von der Leyen, c'est la même politique, la même équipe. Voilà. À partir du 30 septembre prochain, Marine Le Pen et 26 autres prévenus seront jugés pour des soupçons de détournement de fonds européens. Est-ce que ce procès vous inquiète au sein du Rassemblement national ? J'ai confiance en la justice de mon pays. Marine Le Pen est sereine. Elle fera valoir ses droits à la défense et ses arguments. Et j'ose espérer que cette patronne, cette grande chef du grand mouvement politique à l'Assemblée nationale et qui a aussi dirigé le Rassemblement national, pourra évidemment se présenter en 2027 à l'échéance que les Françaises et les Français attendent tous, celle de l'élection du président de la République, puisqu'aujourd'hui c'est la clé. Donc vous craignez une inéligibilité ? Ça serait désastreux pour la démocratie, vous estimez ? Non, je crains rien. Je suis simplement confiant sur les arguments que Madame Le Pen défendra lors de ses audiences au tribunal judiciaire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire le procès avant l'heure. Il faut laisser la justice s'exprimer. Et Monsieur Bayrou a été, même s'il y a eu un appel, je crois, du parquet, a été reconnu innocent en première instance. Il y a plusieurs mois pour des mêmes faits. J'imagine que ça sera effectivement le même suivi pour Marine Le Pen, puisque c'est les mêmes faits qui lui sont reprochés par la justice. Voilà. Concernant cette rentrée sur un tout autre aspect, vous êtes ancien commissaire de police, je le rappelle. Craignez-vous une rentrée sociale à risque et notamment compte tenu du fait de l'épuisement potentiellement des forces de l'ordre qui sont mobilisées, vous l'avez rappelé tout à l'heure, particulièrement pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques ? Notre plus grande fierté dans notre pays, c'est que les crises se suivent et les policiers et les gendarmes enchaînent la protection de la nation et des Françaises et des Français. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été du côté de ceux qui nous protègent, de nos anges gardiens. Vous avez eu hier Nicolas, ce douanier dans le Nord qui a été tué suite à un accident de la route, avec Frédéric qui est aujourd'hui entre la vie et la mort et qui se bat pour rester avec ses camarades douaniers auxquels j'apporte mon soutien. Et donc, on voit que tous les jours, on a des policiers, des gendarmes, des douaniers, des pompiers, des militaires, des policiers municipaux et qui sont avec nous, qui sont avec leurs concitoyens. Et vous savez qu'ils ont préféré être aux côtés des Françaises et des Français sur le terrain pour les protéger cet été, plutôt d'être aux côtés de leur famille pour passer des vacances qu'ils étaient en droit d'attendre après les émeutes, après les visites d'État comme le roi d'Angleterre, après les mouvements des retraites qu'on a connus il y a plus d'un an. Effectivement, ils continuent, ils restent là et finalement la République, c'est eux parce que c'est la colonne vertébrale de ce qui nous permet de vivre libre et debout aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de parler de nos outre-mer. J'ai vu que le triathlon allait enfin se tenir ce matin sur la Seine. L'État et Madame Hidalgo mettent 1,4 milliard et ça me tient très à cœur, et Marine Le Pen et Jordan Bardella aussi, pour que l'eau soit potable et baignable. Mais par contre, pour nos outre-mer, la Guadeloupe, Mayotte, la Martinique, pour l'eau potable peut-être, ultramarins, en fait, c'est, vous verrez plus tard, et je trouve que c'est honteux. On traite ces citoyens ultramarins qui sont des citoyens français à part entière comme des citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas droit à la même sécurité
respecter. Ils n'ont pas le droit au même emploi, ils n'ont pas le droit à la même accès à l'eau potable, ils n'ont pas le droit à avoir les mêmes accès à l'hôpital. Par exemple, on a vu que durant la crise sanitaire, ça avait été une catastrophe, à tel point qu'ils avaient subi des couvre-feux et des mesures restrictives beaucoup plus longues et beaucoup plus fortes que sur le territoire métropolitain. Donc moi, je dis simplement qu'il faut respecter nos territoires ultramarins, que ce soit nos territoires ultramarins ou la France. C'est la France, donc il faut qu'ils soient respectés. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. C'était votre grande interview.